Donc aujourd'hui, on va parler de réminiscence olfactive qui, pour moi, s'apparente à la remémoration. Contrairement à ce que Chantal Jacquet a expliqué tout à l'heure, en fait, on fait pas encore bien la différence en neurosciences entre les deux. Donc c'est le fait qu'une odeur puisse générer le rappel d'un souvenir. Et en neurosciences aussi, comme dans tous les domaines qu'on a vus ce matin, cette réminiscence olfactive, elle est associée à Marcel Proust, elle est associée à ses écrits. À tel point qu'on parle en neurosciences du syndrome de Proust et qu'il y a de nombreuses études qui étudient ce syndrome de Proust. Cependant, ce syndrome de Proust, on sait que c'est une croyance populaire qui est très bien illustrée par le texte, que je ne vais pas redire puisqu'on l'a déjà lu plusieurs fois ce matin et ça n'est pas nécessaire. Et ma question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces croyances associées au syndrome de Proust sont vraies? Est-ce qu'elles ont été confirmées par les neurosciences ou non? Et il m'a semblé pouvoir lister trois sortes de croyances. La première, c'est que les odeurs seraient des indices de rappel plus puissants que les autres indices, donc les images, les sons et ainsi de suite. La deuxième croyance, c'est que les souvenirs qui émergent, ces réminiscences, elles auraient des qualités particulières, elles seraient différentes, elles seraient plus riches en émotions d'une part, et elles ramèneraient aux temps anciens. Et enfin, une hypothèse qui est souvent entendue, pour expliquer ce syndrome de Proust, c'est que les régions olfactives, mnésiques et émotionnelles, donc impliquées dans la perception des odeurs, dans la mémoire et dans l'émotion, seraient très liées anatomiquement et fonctionnellement. Alors, cette première assertion, les odeurs sont des indices de rappel plus puissants que d'autres indices, elle est partiellement fausse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, les odeurs génèrent moins de souvenirs que d'autres types d'indices. Dans la majorité des études qui sont faites en neurosciences, quand on présente différents types d'indices, des odeurs, des images, des sons, des textures et ainsi de suite, le nombre de souvenirs obtenus avec les odeurs est moins important qu'avec les autres types d'indices. Et voici une étude qui a été menée par Alexandra Ernst il n'y a pas longtemps et qui a eu lieu lors de c'était la soirée des chercheurs, la nuit des chercheurs, donc une manifestation grand public où ils ont obtenu plus de 2600 réponses, donc quand même un certain nombre de données. Et lors de cette manifestation scientifique, ils ont demandé à chacun quel était le premier souvenir autobiographique spécifique qui revenait en mémoire. Spécifique, ça veut dire, ça se rapporte vraiment à un événement unique, très particulier, qui a eu lieu à un seul moment dans le temps et à un seul lieu en particulier, pas un souvenir répété. Et pour cela, ils ont proposé des images, donc une maison et un chat, des sons, c'était une voiture qui démarrait et un oiseau qui pépiait, des textures, c'était des jarres sombres dans lesquelles on pouvait toucher du coton ou toucher du sable sans voir le contenu, des saveurs avec une saveur acide et une saveur sucrée, des odeurs avec l'ilang-ilang et le tabac, et puis tout un tas de mots qui reprenaient exactement, justement, tous ces éléments présentés auparavant. Donc c'était la modalité verbale. Ils ont regardé si ces indices-là généraient la récupération de souvenirs spécifiques. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a une influence de cet indice, donc de la modalité sensorielle, sur la fréquence de récupération de souvenirs, avec les images, les sons et les mots qui génèrent plus de souvenirs, les textures qui génèrent un nombre moyen, et les saveurs et les odeurs qui génèrent toutes les deux un nombre inférieur de souvenirs. Et ça, c'est vraiment... il n'y a pas d'études qui montrent l'inverse. Il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les modalités sensorielles, ça peut arriver, mais il n'y a aucune étude dans l'ensemble qui montre qu'il y a que les odeurs favoriseraient le rappel de souvenirs. Donc en termes de quantité, non, il n'y a pas d'effet. Par contre, il est vrai que ces souvenirs sont différents. Les souvenirs en eux-mêmes, l'objet, le souvenir, la réminiscence, elle est différente. Et ils sont plus riches en émotions. Et ça, pareil, c'est un résultat qui est vraiment très répandu. Les souvenirs qui sont évoqués par les odeurs sont plus émotionnels. C'est-à-dire qu'ils ont une force émotionnelle plus grande. Ils sont associés à un plus grand voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'on demande aux participants, en fait, quand vous sentez cette odeur-là, est-ce que vous avez le sentiment de revivre l'événement initial, comme si vous étiez projeté dans le passé? C'est aussi on parle aussi d'évocation. Et ça, les odeurs ont ce pouvoir.
Les souvenirs qui sont rappelés sont aussi plus détaillés, ils sont plus riches en perception, ils sont plus multisensoriels. Et là, ce dernier résultat est un petit peu moins fréquent, mais on suppose qu'ils sont tout de même rappelés moins souvent, et c'est ce qui favoriserait le sentiment de surprise quand on récupère un souvenir associé à des odeurs. Et voici une étude qui a été faite par Rachel Hertz en 2004, où elle a demandé, avant l'étude, avant de commencer, à chaque participant de rappeler 3 souvenirs associés à l'herbe, au pop-corn et au feu. 3 souvenirs uniquement. Et après, pour chacun de ces souvenirs, elle a présenté le nom, l'image, le son ou l'odeur associés à ces indices. C'est-à-dire, par exemple, pour le pop-corn, elle a présenté le mot pop-corn, l'image d'un bol de pop-corn, le son du pop-corn qui éclate dans la poêle et l'odeur du pop-corn. Elle a demandé aux participants de rappeler les mêmes souvenirs et à chaque fois, une fois qu'ils les rappelaient, de les noter. Quelle était leur force émotionnelle, leur évocativité et tout ça. Et elle a montré qu'il y a en effet une différence significative avec les souvenirs quand ils sont initiés par les odeurs, qui sont plus émotionnels et plus évocatifs, alors même que c'était les mêmes souvenirs. Et ça, c'est à rapprocher du fait que les souvenirs qui sont invoqués par les odeurs, ils activent plus l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une région qui fait partie du système limbique, qui est située au cœur du cerveau. Et c'est une région qui est essentielle, qui est cruciale dans les processus émotionnels, dans la mémoire émotionnelle. Et dans cette étude, c'est encore une fois Rachel Hertz, la même année, elle a demandé aux participants, avant l'étude, de leur fournir un parfum qui était associé pour eux à un souvenir autobiographique fort. Donc chacun venait avec son parfum. Et dans l'IRM, elle a fait sentir ce parfum-là. Elle a fait sentir un parfum choisi par un autre participant, donc le participant en question ne connaissait pas, et elle a montré l'image des flacons de ces 2 parfums, le flacon choisi par le participant et celui par un autre participant. Et ce qu'elle montre, c'est que, je sais pas s'il y a un bitonio, ouais, si. Dans cette condition, là, c'est la condition olfactive émotionnelle, puisqu'elle correspond en fait à la condition du parfum personnel. Dans cette condition-là, l'activation de l'amygdale est beaucoup plus grande que dans les autres conditions. Il y a donc un apport particulier de l'amygdale quand on se remémore un souvenir évoqué par les odeurs. L'autre croyance est aussi vraie. Les souvenirs qui sont évoqués par les odeurs, les réminiscences olfactives, ramènent aux temps anciens. Alors voici une étude qui a été faite par Johan Larsson avec Maria Larsson et John Wilander en 2009. Et voici ce qui se passe. En fait, ils ont demandé à des participants d'environ 80 ans de venir au laboratoire, 80 ans pour qu'ils aient le maximum de souvenirs et pour qu'on puisse étudier justement la répartition de leurs souvenirs au cours du temps, au cours des âges. Et à ces participants, on a présenté des odeurs, des mots et des images. Et vous voyez, pour les mots et pour les images, le pattern est le même. C'est-à-dire, à la première décennie, donc avant 10 ans, il y a ce qu'on appelle une amnésie infantile. Il n'y a pas de rappel de souvenirs, ou très peu. Par contre, après, entre 11 et 20 ans, c'est-à-dire à l'adolescence, au jeune adulte, il y a cette bosse du souvenir avec un nombre de souvenirs beaucoup plus important qui se rapporte à cette période-là de la vie. Et ensuite, après, il y a une amnésie, puis l'effet de la récence. Donc c'est pareil pour les mots et pour les images. Mais pour les odeurs, le pattern est complètement différent, avec beaucoup plus de souvenirs associés à la toute petite enfance et après une courbe de rappel assez similaire, assez plate au cours des âges. Il y a donc une différence observée avec les souvenirs évoqués par les odeurs se rapportant aux temps anciens, à la petite enfance, aux odeurs de grand-mère et tout ça, à tante Léonie, et les autres items générant des souvenirs un peu plus tardifs. Ah, voilà. Et alors, il y a une étude, une équipe de recherche qui a fait une étude que je trouve super, qui est très ingénieuse pour tester l'hypothèse selon laquelle ceci serait dû au fait que une première association avec une odeur est plus forte qu'une première association avec autre chose. C'est-à-dire que une odeur, une fois qu'elle est associée pour une première fois avec quelque chose, il est très difficile de l'associer plus tard avec autre chose. Et pour tester cette hypothèse, ils ont associé
des objets. Donc là, c'était une boîte, je crois, avec des odeurs, une première fois, puis un peu plus tard dans la journée, avec une autre odeur. Donc là, c'était une boîte associée avec l'odeur de pêche, un peu plus tard avec l'odeur de poisson. Ils ont fait aussi une situation contrôle où ils avaient d'autres objets, donc là, ce serait mieux si c'était d'autres objets, associés à une musique plaisante, un son plaisant et un son déplaisant. Et 8 jours plus tard, ils ont représenté les objets dans l'IRM et ils ont demandé aux participants, cet objet, il était associé avec quoi il y a une semaine? Et ils ont comparé quand les objets étaient associés à la première odeur et quand les objets étaient associés à la seconde odeur. Ils ont donc comparé le rappel de la première association et le rappel de la seconde association. Et ils montrent que l'hippocampe qui est donc une région cruciale dans les systèmes amnésiques, est plus activé lorsque les participants rappellent cette première association que lorsqu'ils rappellent une seconde association. C'est ce qu'on voit ici avec les odeurs plaisantes et les odeurs déplaisantes, alors qu'il n'y a pas, rien n'est observé de significatif pour les sons. Une autre étude qui fait le lien entre plusieurs choses que je vous ai dites depuis le début, c'est-à-dire qui montre la qualité particulière des souvenirs de la petite enfance. C'est une étude qui a été faite par Artin Arshamian et ses collègues en 2013 et où ils ont fait sentir des odeurs dans l'IRM aux participants et leur ont demandé de rappeler le souvenir associé à ces odeurs-là. Et ils ont comparé les activations cérébrales qui étaient associées aux souvenirs de la toute petite enfance à ceux du jeune adulte, l'adolescence jeune adulte, première décennie, deuxième décennie. Et quand ils ont comparé les deux, ils ont vu que les souvenirs associés à la première décennie de vie impliquait l'activation de régions sensorielles. Ici, on a le cortex orbitofrontal, qui est un cortex sensoriel olfactif. Donc, ces souvenirs anciens génèrent l'activation des régions sensorielles, ce qui est donc en lien avec le fait que les souvenirs olfactifs sont eux-mêmes plus riches en sensations, plus multidimensionnelles. Et les souvenirs un peu plus tardifs, eux, impliquent l'activation d'une région sémantique, qui est donc à l'opposé du perceptif, qui est plutôt tourné sur la verbalisation, le sens de l'événement. Et donc une dernière croyance que je souhaitais discuter avec vous, c'était le fait que ce syndrome de Proust, ces particularités qui sont observées, serait dû au fait que l'anatomie du système olfactif est très particulière et qu'il y aurait des liens forts entre les régions cérébrales olfactives, mnésiques et émotionnelles. Donc ça, je vais passer brièvement sur l'anatomie du système olfactif, mais ça me semble intéressant au vu de ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la comparaison entre olfaction et gustation. Quand on perçoit une odeur, on peut la percevoir de façon orthonasale. Les molécules odorantes pénètrent la cavité nasale par le flux d'air à l'inspiration. Et on peut percevoir aussi des odeurs par la voie rétronasale quand on mange un aliment, que les molécules odorantes sont dégagées lors de la mastication et qu'à l'expiration, elles passent par l'arrière de la gorge et qu'elles viennent stimuler les mêmes nerfs en haut de la cavité nasale. Donc les odeurs sont perçues soit de façon orthonasale, soit de façon rétronasale. Et il me semble que chez Proust, ça n'est pas une perception gustative vraiment qui est en jeu, mais c'est plutôt une perception rétronasale de l'odeur et que ça reste bien une réminiscence olfactive. Donc une fois que ces molécules atteignent la muqueuse olfactive qui est située tout en haut de la cavité nasale, alors elle est capturée par des récepteurs olfactifs qui sont situés dans le mucus, sur des cils, et le signal est transmis par des neurorécepteurs à cette structure qui ici paraît énorme sur l'image, alors qu'en fait elle est toute petite dans notre cerveau, elle fait 2 cm maximum. Elle est située sur le plancher de la boîte crânienne et c'est le bulbe olfactif. Ça, c'est le premier relais. Après, le signal est envoyé dans le cerveau. Il est envoyé dans un ensemble de régions qu'on appelle le cortex primaire olfactif, puisque c'est celui qui reçoit l'information en premier. On y voit le cortex piriforme, qui est celui qui est souvent décrit comme étant le cortex primaire olfactif. On y voit des noyaux de l'amygdale, cette région qui est si forte et si importante pour les processus émotionnels. Et on y voit le cortex entorhinal. Donc, en un seul relais, le bulbe olfactif envoie l'information à cette région cruciale pour les émotions. Ce cortex entorhinal, lui, c'est la porte d'entrée de l'hippocampe. Donc, en 2 relais, l'information olfactive arrive
à l'hippocampe. C'est donc extrêmement direct. Il y a un lien anatomique très fort entre les processus olfactifs, émotionnels et mnésiques. Et on voit sur cette coupe ici, c'est une coupe qui a donc été... Donc là, c'est un cerveau vu de profil, comme si on regardait quelqu'un de profil, avec la coupe faite à ce niveau-là. Et ici, c'est un cerveau vu du dessus, avec l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau. Et on voit l'alignement des trois régions, le cortex piriforme, l'amygdale et l'hippocampe, qui se font vraiment suite dans le cerveau, qui sont situées au cœur du cerveau, mais très proches les unes des autres. Et alors l'olfaction et la mémoire ne sont pas uniquement liées anatomiquement, mais elles sont aussi liées phylogénétiquement, puisque la mémoire et la perception des odeurs se sont développées en même temps au cours de l'évolution. Et dans le même organe, le télencéphale. Le télencéphale, il s'est développé chez les animaux qui étaient aquatiques à l'époque, et ça a été un avantage évolutif énorme parce qu'ensuite, cet organe a permis aux animaux de suivre des traces olfactives dans le milieu aquatique parce que justement, il avait cette double fonction olfactive et mnésique. Parce que dans l'eau, la trace olfactive, elle est discontinue. Il y a des paquets d'odeurs, puis ça s'arrête, un autre paquet d'odeurs, et les flux sont discontinus. Donc c'est essentiel de pouvoir avoir les deux fonctions, celle de la perception d'odeur, mais aussi celle qui permet de se souvenir de l'odeur qu'on vient de percevoir pour être certain qu'on suit la bonne trace. Et donc ces deux fonctions se sont développées dans le même organe. Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il à l'époque actuelle? Eh bien, ce lien qui unit les régions olfactives et mnésiques a perduré au cours de l'évolution, alors que certes, dans les autres systèmes sensoriels, le lien entre l'hippocampe et les régions sensorielles s'est distendu. Donc, je vais vous expliquer cette étude qui a été faite par l'équipe de Cristina Zelano en 2021. Et qui retrace en fait la connexion fonctionnelle, c'est-à-dire la force avec laquelle les régions se parlent dans le cerveau. Et ils sont partis de cette région de l'hippocampe et ils ont regardé quelle était la force qui les liait aux régions somesthésiques, donc du toucher, aux régions auditives, aux régions olfactives et aux régions visuelles. Et là, ce sont les graphiques. Et vous, ici, PC, c'est pour cortex piriforme, justement. Et on voit que cette connectivité, elle est vraiment plus forte pour le cortex piriforme que pour les autres modalités sensorielles, auditives, somesthésiques et visuelles, que ce soit dans l'hippocampe droit ou dans l'hippocampe gauche. Il semble donc qu'il reste un lien privilégié et très fort entre les régions olfactives et les régions mnésiques. Donc pour résumer ces croyances populaires et ce qu'on peut en retenir, Maria Larsson en 2014 avec ses collègues a écrit un papier de revue que je trouve assez bien puisqu'elle présente un modèle qui est facile à se souvenir puisqu'elle a appelé LOVER. Et c'est un acronyme, L pour limbique puisque la mémoire olfactive implique fortement le système limbique, O pour old pour dire que ce sont des souvenirs qui sont de façon privilégiée situés dans la petite enfance. V pour vivid, pour des souvenirs clairs, détaillés, riches en détails sensoriels. E pour emotional, pour des souvenirs qui sont riches en émotions, plus que d'autres types de souvenirs. Et R pour rare, pour des souvenirs qui sont rarement rappelés. Et pour ouvrir en fait la discussion sur le lien entre odeur et neurosciences, il m'a semblé intéressant de mentionner justement l'apport croissant des odeurs dans le cadre clinique. Combien les odeurs peuvent être utilisées maintenant à l'hôpital ou auprès des patients plus généralement pour améliorer leur bien-être. Alors, une des premières et leur santé, pardon. Donc, la première thérapie que je voulais vous présenter, c'était l'olfactothérapie et qui consiste donc à utiliser des odeurs à des fins thérapeutiques et utiliser ces odeurs comme génératrices d'émotions pour qu'elles aident les patients qui ont subi des traumatismes neurologiques graves à recouvrer la mémoire. Les odeurs génèrent une émotion forte qui est répressible, qui est toujours le « ah, j'aime pas », toujours cette réponse-là, mais qui est l'ouverture à la parole, l'ouverture à l'introspection. Cette ouverture permet ensuite de générer la discussion et de faciliter le retour à la parole, faciliter de parler de soi
et au final de recouvrer la mémoire. Une autre approche, c'est la thérapie par réminiscence, où des odeurs sont fréquemment utilisées auprès des patients qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée dans les stades précoces à légers, à moyens. Et ces odeurs sont utilisées pour générer des souvenirs afin d'améliorer la qualité de vie et la cognition. Et ces souvenirs sont là parce qu'ils apportent des émotions. Ces souvenirs apportent des émotions, et génèrent du coup un sentiment de mieux-être. Et aussi ces souvenirs, comme on a parlé plusieurs fois ce matin, ramènent à soi, ramènent à l'individu, ramènent au passé et renforcent le sentiment de soi. Et ce sentiment de soi, ce rappel de qui nous étions et qui nous sommes, améliore la qualité de vie de ces patients. Sans compter le fait de discuter améliore leur cognition, bien sûr. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous ai mis une photo de mon équipe sympathique, juste au final.